Il y a un siècle, la première ligne commerciale de l'histoire ouvre une liaison dans la baie de Tampa en Floride avec un hydravion qui ne pouvait accueillir qu'un seul passager. Aujourd'hui, 37 millions de vols transportent 3,5 milliards de voyageurs chaque année, que ce soit pour le tourisme ou les affaires. La croissance du transport aérien est simplement liée au développement des classes moyennes. En 2030, ces classes moyennes représenteront la majorité de la population mondiale, ce qui portera le trafic à 6,5 milliards de passagers. La croissance du transport aérien est dopée par les économies émergentes d'Amérique du Sud, d'Afrique et d'Asie, et en particulier par la Chine, qui prendra la tête du trafic aérien mondial. C'est une réalité que d'ici 2035-2040, il ne va pas y avoir assez de pistes pour tous les avions. Pour couvrir les destinations phares de demain, les compagnies vont multiplier les alliances. De nouvelles vont se créer et le low cost va étoffer ses offres de long courrier. Évidemment, il faut augmenter les mètres carrés des aérogares de façon à pouvoir accueillir les passagers de manière la plus confortable possible. Le trafic doublant d'ici 2030, de nombreux défis s'imposent au transport aérien. Des solutions concrètes sont attendues pour résoudre les problèmes de saturation, éviter les retards. On va travailler sur des fonctions innovantes, aussi bien au sol qu'à bord de l'avion, pour pouvoir fluidifier ce trafic. Au sol, il faudra réguler les flots de passagers, assurer plus de décollage et d'atterrissage, et dans les airs, augmenter le nombre de vols tout en assurant une sécurité maximale. Un challenge pour le secteur aéronautique dans le monde entier. Dans le futur, ça sera très automatisé. Nous allons donc découvrir les fonctions innovantes à mettre en place pour fluidifier le trafic, tant au sol qu'à bord des avions. Nous allons découvrir l'ensemble des technologies imaginées pour répondre au doublement du trafic aérien à l'horizon 2030, en suivant le voyage de Max et Chloé, un jeune couple de passagers se déplaçant de Paris à Dubaï. Le chauffeur les dépose au terminal 2 de Roissy-Charles de Gaulle, l'un des 50 méga-aéroports de la planète. Comme tous les voyageurs long courriers, Max et Chloé sont arrivés 3 heures avant le décollage, temps nécessaire pour effectuer les diverses formalités. Ils rêvent de vitesse, d'avions hypersoniques, d'embarquement express. Notre époque s'y prépare. Progressivement, de nouvelles technologies apparaissent dans les aéroports pour raccourcir les files d'attente. Mais elles cohabitent avec des systèmes devenus obsolètes dans les plus grands aéroports du monde. Le monde entier aujourd'hui peut être simplifié en quasiment 50 mégapoles. On appelle ça des mégapoles de l'aviation. On a plus de 90% du trafic long courrier international qui passe par ces 50 mégapoles. Donc c'est des villes ou un ensemble d'aéroports avec plus de 10 000 passagers par jour. Avec la croissance notamment des économies émergentes, il va y avoir des grandes villes qui vont émerger en Chine et dans d'autres régions d'Asie ou d'Amérique latine. On anticipe qu'il y aura à peu près 90 de ces mégapoles d'ici 20 ans. Première étape pour Max et Chloé, s'enregistrer. Aujourd'hui, 66 millions de passagers passent par Roissy-Charles de Gaulle. Si le tiers d'entre eux est en correspondance, pour les autres voyageurs, le chemin est long jusqu'à la porte de l'avion. De nombreux passagers se pressent encore au comptoir d'enregistrement pour récupérer leur carte d'embarquement et faire enregistrer leur bagage. Mais il est déjà possible de contourner cet obstacle. Aujourd'hui, on peut s'enregistrer à domicile. On peut s'enregistrer sur une borne d'enregistrement qu'on va trouver sur son parcours. On a aussi développé des dispositifs de dépose bagages automatisés. Le passager édite lui-même son étiquette bagage, dépose lui-même son bagage sur un tapis.
Max et Chloé, adeptes des nouvelles technologies, ont choisi la formule la plus automatisée. Ils ont acheté leurs billets en ligne et n'ont plus qu'à valider leur carte d'embarquement enregistrée sur leur smartphone et récupérer les étiquettes bagages pour ensuite aller à la dépose express. Comment s'assurer que leurs bagages arriveront à bon port alors que tant sont égarés chaque année? Par précaution, Max et Chloé ont doublé l'étiquette de la compagnie par cette étiquette rouge connectée, collée sur leur valise. Un procédé inventé par Tracernet, une société française. Un bagage par seconde égaré dans le monde, ce qui représente en statistique à peu près 26 millions de bagages dans le monde entier. Cela est réparti sur 3 milliards de voyageurs, donc ça reste quand même assez limitatif, sauf quand c'est le vôtre. Le principal problème qui peut se situer sur les bagages, c'est quand ils perdent leur passeport, la fameuse étiquette à bagages de la compagnie aérienne, l'étiquette papier. À partir du moment où celle-ci n'est plus accrochée au bagage, le bagage n'est plus identifiable. On a développé AeroTag, qui est une application mobile qui fonctionne avec une étiquette à bagages électronique ou un système de radiofréquence positionné directement sur le bagage. Il suffit de scanner les codes barres de la carte d'embarquement et de l'étiquette bagage de la compagnie, de photographier le bagage et d'entrer quelques informations. Avec un trafic qui va doubler, les systèmes de traçage vont se généraliser. Max et Chloé vont maintenant se délester de leurs valises. La dépose express accélère un peu les flux. Mais quelle solution innovante permettrait aux voyageurs de ne plus se préoccuper des bagages et de traverser l'aéroport les mains libres? L'aéroport de Genève et Citalab ont expérimenté un robot bagagiste. Surnommé Léo, ce robot est stationné à l'entrée des terminaux. Le passager dépose sa valise. Le robot scanne la carte d'embarquement, édite l'étiquette bagage et de façon autonome se rend jusqu'au centre de tri. L'automatisation, en fait, aide à la fluidité et c'est vraiment là un développement important dans les années à venir. La performance des trieurs est un élément majeur du transport de demain. Sur le plan de la sûreté, avec des scanners capables de détecter le moindre explosif, et sur celui de la vitesse de traitement des bagages jusqu'au saut des avions. Des systèmes entièrement automatisés seront bientôt déployés dans les terminaux. Max et Chloé s'acheminent maintenant vers le prochain point noir de l'aéroport, le contrôle aux frontières. Avec le renforcement des mesures de sûreté, ils seront contrôlés à maintes reprises tout au long de leur parcours jusqu'à l'installation à bord. À chaque point, aux heures d'affluence, des queues se forment. C'est une des causes de retard dans les vols. Demain, de nouveaux procédés d'identification permettront d'augmenter la sécurité tout en rationalisant les vérifications. Contrôle aléatoire et tri sélectif des passagers en fonction des antécédents ou d'un comportement suspect. Au poste frontière, les voyageurs se pressent pour présenter leurs pièces d'identité, ce qui entraîne attente et impatience. L'automatisation des contrôles sera la pratique de demain. Le but, les rendre plus performants en termes de sûreté. Les personnes possédant un passeport biométrique utilisent le SAS Paraf, un système de contrôle digital qui compare l'empreinte d'un doigt posé sur des capteurs avec celle du passeport. La société Safran développe différents systèmes d'identification et a amélioré le mode de capture digitale du système Paraf. On a énormément augmenté le niveau de précision de la lecture de l'empreinte. Vous n'avez plus besoin de toucher quoi que ce soit, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite dans un sas de contrôle. Ces technologies qui sont ce qu'on appelle le MorphoWave, donc la lecture de l'empreinte à la volée, amènent beaucoup de plus. Donc la deuxième technologie qui commence à être utilisée, c'est la reconnaissance faciale. Dès l'instant où vous rentrez dans un sas, où vous approchez des caméras, on prend un certain nombre de photos et l'algorithmique de traitement va identifier votre visage, va le calculer, on va recréer en fin de compte votre visage en 3D et on va lire la photo de votre passeport et donc on va vérifier que l'ensemble de toutes ces photos correspondent bien les unes aux autres. Si vous voulez, il y a certains points caractéristiques du visage, même si vous faites de la chirurgie esthétique, ça ne changera rien, on vous reconnaîtra quand même. La troisième technologie que nous mettons en œuvre aujourd'hui, c'est la reconnaissance de l'iris. Donc aujourd'hui, nos systèmes sont arrivés à un tel niveau de fiabilité qu'on est capable de prendre l'iris à la volée.
Aujourd'hui, nous sommes capables de faire et l'acquisition et le matching de l'iris en moins d'1 seconde. Nous considérons qu'à terme, ça sera certainement la technologie la plus précise et celle qui a le moins de chances de se tromper. Le smartphone sera l'instrument clé des voyages du futur. De la carte d'embarquement jusqu'à l'hôtel de destination, en passant par les captures biométriques, il contiendra toutes les données nécessaires. Le passager sera reconnu puis guidé grâce à son mobile. Pour faciliter, sécuriser et surtout accélérer son parcours, des stratégies se mettent en place. Tout au long du cheminement dans l'aéroport, les systèmes, que ce soit les systèmes de caméra ou alors les systèmes de passage avec la reconnaissance de l'empreinte ou la reconnaissance de l'iris, vont permettre une fluidification extrêmement importante du trafic des personnes. Quels systèmes accéléreront l'inspection des passagers et des bagages cabines? Aujourd'hui, il faut sortir des sacs les objets métalliques, électroniques, les produits liquides, et ces actions freinent le mouvement. La société allemande Smith Detection a développé des scanners 3D visualisant en une fraction de seconde le contenu du bagage sous tous les angles. Un sérieux gain en sécurité et bien sûr en temps d'inspection. Le passager arrive au point de contrôle. Il met son sac directement sur le tapis. Plus besoin de sortir l'ordinateur ou encore un produit liquide du sac. C'est un processus facile et direct. Le sac est entièrement scanné au rayon X. Nous obtenons une image en 3 dimensions. L'avantage de ce rendu d'image est de montrer l'intérieur du bagage. On voit tout ce qu'il y a dans le détail. Le scanner corporel permet de déceler les objets interdits sans avoir recours à la fouille corporelle. Les premiers modèles ont heurté le public, les images montrant les contours réels du corps. Ce nouveau scanner à ondes millimétriques présente maintenant le corps du passager sous la forme d'un avatar. Et en termes de détection, il se montre particulièrement efficace. Le portique détecte uniquement les métaux. C'est un nouveau scanner corporel. Il détecte tout objet qui se trouve sur le corps. Cela rend le contrôle plus confortable pour le passager. Il ne subit pas de fouille corporelle, mais juste un contrôle le long des bras par exemple. C'est une procédure bien plus pratique. L'entreprise allemande a également mis au point une application dédiée au suivi des flux au poste de filtrage. Cela permet de renforcer ou de réduire les équipes en fonction du trafic. À Roissy-Charles de Gaulle, une salle de contrôle permet de suivre poste par poste, hall par hall, toute l'activité de l'aéroport grâce aux multiples caméras placées dans les terminaux. Tous les jours, on calcule de manière anticipée combien de passagers se présenteront au poste d'inspection filtrage et on voit les effectifs en conséquence. Et ensuite, en temps réel, en fait, on ajuste au mieux la capacité dont on a besoin. Est-il possible d'envisager un aéroport sans file d'attente, sans long chemin à parcourir? Les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants canalisent les flux et réduisent déjà les temps de connexion jusqu'à 70%. Avec la navette automatique, Max et Chloé gagnent aussi du temps de parcours. En chemin, ils aperçoivent leur avion qui roule vers son poste de stationnement où il sera affrété. Ce qui leur laisse tout le temps de musarder dans le duty-free qui, d'année en année, s'enrichit de nouveaux services. On est dans un temps où on rêve à l'aéroport du futur comme étant un lieu de destination et pas simplement un lieu de passage. Pour accueillir demain des millions de voyageurs supplémentaires, il faut non seulement de grands espaces, mais repenser l'accueil avec plus de services et d'informations pour guider le passager à chaque étape de son parcours. Si vous prenez l'exemple très précis de l'aéroport de Singapour, de Changi, c'est vraiment l'aéroport lieu de vie, de destination par excellence. Depuis sa création en 1980, l'aéroport de Singapour a raflé 27 années d'affilée le titre de meilleur aéroport au monde. Il n'a cessé de s'agrandir et d'innover.
Ces atouts, l'espace et les activités de loisirs présentes dans toutes les aérogares. Avec l'explosion du trafic aérien prévu sur l'Asie, il continuera de croître, avec autour de 2025, un 5e terminal d'une capacité de 50 millions de passagers par an. Pourquoi la capacité d'un aéroport est-elle importante? Parce que c'est le point de départ. Si vous n'avez pas l'espace pour mettre des systèmes qui aident à la fluidification, c'est très difficile de fournir de bons services. Si les gens se sentent oppressés, anxieux, s'ils ne savent pas où aller, s'ils sont dans l'inconfort, ce n'est pas une bonne façon de démarrer un voyage. Donc, nous voulons nous assurer d'avoir suffisamment de capacité pour que les systèmes fonctionnent bien et que les gens se déplacent aisément. Enrichie d'activités et de prestations diverses, la zone internationale aide le passager à mieux vivre l'attente et les retards de vol ou à se déstresser après avoir attendu de contrôle en contrôle. L'information numérique prend aussi une place prépondérante et favorise la fluidité. Tout le monde possède un smartphone ou un appareil numérique et nous devons utiliser ces moyens de communication pour informer nos passagers en temps réel, avant même qu'ils rejoignent l'aéroport. Que va-t-il se passer? Qu'attendent-ils de l'aéroport? Où aller? Où se rendre après l'enregistrement? Donc c'est ça, connaître ce qui va se passer maintenant et par la suite grâce aux appareils numériques et aux moyens de communication. Ainsi, nous accentuons l'innovation, le Wi-Fi et la connectivité dans l'aéroport à partir d'enquêtes effectuées auprès des passagers. Les passagers ne se posent pas la question d'après pour savoir où aller, connaître la prochaine étape. C'est ça l'aéroport du futur. Nos voyageurs Max et Chloé sont arrivés dans la salle d'embarquement en avance, ce qui n'est pas le cas de tous les passagers. 10% d'entre eux sont responsables des retards de vol. Ils flânent alors que l'embarquement de leur avion se termine ou ils oublient un sac dans une salle, ce qui déclenche la mobilisation des démineurs. Plus de 2000 interventions ont ainsi lieu chaque année dans les aéroports parisiens. Dans l'aéroport, on teste de nouvelles technologies comme la géolocalisation par exemple. Vous allez embarquer sur un vol et vous êtes en train de faire vos emplettes dans l'aéroport, dans la zone hors taxe. Ah, mais le vol embarque dans 10 minutes. Eh bien, on sait exactement où vous êtes parce que vous avez établi une connexion avec la compagnie aérienne par un réseau social ou peu importe par quel motif. Et donc on va vous envoyer un message en disant « Je vous rappelle que dans 10 minutes, les portes de l'avion ferment ». Donc c'est beaucoup plus de liberté pour nos passagers, c'est aussi beaucoup de performance opérationnelle. Une performance recherchée à tous les niveaux dans les grands aéroports en raison de l'impact économique. Mais seront-ils tous capables de répondre à l'hypercroissance du trafic aérien? Il n'y a pas de grand pays et de grande ville capitale sans un grand aéroport. Et donc si on veut que la France continue d'être le premier pays touristique au monde, il faut absolument qu'elle puisse s'appuyer sur des infrastructures, dont l'aéroport, qui est un emblème et une porte d'entrée pour ce pays. Le transport aérien est le moteur de l'économie européenne. Sans lui, l'économie est bloquée. Nous avons vu ce qu'il s'est passé avec l'éruption du volcan islandais. L'économie européenne s'est arrêtée. C'est certain que la plus grosse contrainte pour l'aviation civile en Europe, c'est les aéroports. Il y a quelques aéroports qui peuvent être rajouter une piste ou deux, mais c'est une réalité que d'ici 2035-2040, il ne va pas y avoir assez de pistes pour tous les avions. On va atteindre des limites de capacité. Roissy, c'est 3300 hectares aujourd'hui. Donc on a de la place. On a déjà 4 pistes et donc on est capable d'accueillir plus de trafic avec nos pistes sans avoir besoin d'en construire des supplémentaires. Après, il faut des terminaux. Là aussi, on a de la place pour accueillir plus de passagers. On a plusieurs milliers de mètres carrés disponibles pour construire un nouveau terminal demain qui sera capable d'accueillir 30 ou 40 millions de passagers. On n'est plus dans une situation historique où on faisait des terminaux les uns après les autres. Ce qui compte énormément, c'est que les aérogares puissent recevoir le plus possible d'avions au contact. Donc ça veut dire que d'un point de vue forme, en plan, les aérogares se dessinent aujourd'hui de manière compacte, en un seul geste, en un seul mouvement, en un seul moment,
un peu sous la forme d'étoile de mer, si vous voulez, et qui fait que le centre est à égale distance de chaque poste-avion. Ça, c'est une caractéristique très très puissante du développement des aéroports, des aérogares en Chine. C'est ça le modèle. D'où cette tendance aujourd'hui de voir ces terminaux qui se dessinent et qui se construisent tout de suite avec leur surface définitive, même si le trafic n'est pas encore là. Mais comment répondre à la pénurie de pistes? En créant la piste sans fin, comme celle modélisée par Henk Esselink avec les chercheurs du Centre aérospatial des Pays-Bas. Sur une surface minime, ce concept circulaire permet autant de mouvements d'avions par heure qu'un méga aéroport. Max et Chloé sont rassurés, leur avion est là. Mais décollera-t-il à l'heure? Certaines compagnies calculent un temps d'escale trop court, ce qui génère du retard. Éric Prévost est le commandant de bord de l'avion de Max et Chloé. Les dernières informations météo viennent de tomber et avec son copilote, il étudie la route de Paris à Dubaï. Tous les plans de vol des 2000 compagnies opérant en Europe sont envoyés à Eurocontrol, l'organisme qui régule l'aviation européenne. Cela représente 30 à 35 000 vols par jour. On est ici un centre européen et on aide les centres de contrôle de trafic aérien à gérer l'espace aérien de 41 pays européens. En 2015, le projet de ciel unique européen a pris forme avec la mise en place du programme César, qui regroupe des solutions technologiques. Les acteurs du secteur aéronautique s'unissent pour harmoniser le trafic aérien et le rendre plus sûr. On est en train de développer des nouvelles technologies. On va passer un simple plan de vol qui décrit la route et tout ça. On passe vers une description de trajectoire beaucoup plus précise, quelques secondes près. Et quand on a cette précision de trajectoire, les contrôleurs de trafic aérien vont être capables de gérer plus d'avions. Donc on va gagner 5, 10, 15% de capacité. Donc il y a beaucoup de travail qui est en train d'être fait par tous les partenaires de l'aviation civile pour essayer de gagner. Mais les capacités, on augmente par des petits pourcentages. Max et Chloé observent l'activité autour de leur avion. Le commandant Prévost, quant à lui, prend connaissance des derniers contrôles effectués. Avant de monter à bord, son copilote procède à une inspection de l'avion, étape obligatoire avant tout décollage. Pendant ce temps, le ravitaillement du Boeing s'achève. Le transport aérien dépense chaque jour 5% de la consommation mondiale de pétrole. Un programme européen vise à réduire cet impact environnemental en diminuant de moitié la part du kérosène. Nous sommes à la croisée des chemins. Il y a de nouveaux outils qui vont venir dans les cockpits. On va développer les échanges entre l'avion et le sol. Les constructeurs ont développé un certain nombre d'automatismes dans le cockpit pour pouvoir faciliter le travail des pilotes. Le sujet aujourd'hui n'est pas de savoir qui de l'homme et des automatismes va gagner la compétition. Il s'agit au contraire de disposer d'un système avec un domaine de compétences élargi, très efficace. Pour concevoir son prototype de cockpit du futur, la société Thales, leader mondial en électronique aéronautique, a fait appel à toutes les compétences. Pilotes, ingénieurs, psychologues, médecins et experts en interface homme-machine. L'objectif est d'augmenter les informations mises aujourd'hui à disposition du pilote. C'est le cockpit qui permet d'avoir l'avion vraiment au centre de l'écosystème aéronautique en le connectant à la fois au sol, c'est-à-dire à la compagnie aérienne, le connectant à l'air traffic control par des moyens numériques et permettant ainsi de remonter dans l'avion des informations dont le pilote ne dispose pas ou peu aujourd'hui, mais surtout de l'information en temps réel. Grâce à la surface entièrement tactile de ce cockpit, le pilote peut réorganiser les écrans à sa guise. On a ici la vue en 3 dimensions de l'aéroport, ici la vue en 2 dimensions qui va permettre la navigation aéroportuaire. La route est à ce moment-là bleue et il peut suivre ce chemin comme on le suivrait sur un GPS de voiture. Et on voit le tracé également sur l'aéroport en 3 dimensions. Donc le pilote va pouvoir faire son roulage sans risque d'erreur sur un aéroport qu'il ne connaîtrait pas. Météo, route, trajectoire. Avec ce cockpit nouvelle génération,
le pilote reçoit ces informations de manière électronique et non plus par radio. Le bénéfice du message écrit est qu'il va réduire considérablement le risque d'erreur dans la transcription entre quelqu'un qui donne un ordre par la voix, par un système qui est un système radio, dont la qualité peut être différente d'un endroit à l'autre selon les systèmes. C'est également pouvoir passer outre les barrières de type langage, les accents par exemple. Donc c'est s'assurer que l'information qui est envoyée par le contrôle aérien est bien reçue par le pilote. La connectivité que l'on amène dans le cockpit va donner au pilote la capacité d'avoir une meilleure prise de décision. Un des objectifs de ces nouvelles technologies embarquées est de permettre une plus grande fluidification du trafic aérien. Mais quelle solution en cas de panne informatique? Avec ces systèmes connectés, n'y a-t-il pas aussi un risque de piratage ou de cyberattaque? Les architectures des systèmes que l'on conçoit, à la fois au niveau des avions et au niveau des infrastructures, des systèmes sols, prennent en compte ces risques liés à la cybersécurité. Toutes ces contraintes sont intégrées dans la conception et dans l'architecture des systèmes. Raison de plus d'ailleurs pour qu'il y ait toujours des pilotes à bord des avions et pour qu'il y ait toujours des contrôleurs dans les centres de contrôle, pour qu'en cas de dysfonctionnement, des procédures de reprise en main des systèmes puissent être faites. Okay, we're taking off too soon right now. Clear left. Clear droite. Before taxi checklist complete. Les pilotes effectuent une checklist pour s'assurer que tous les instruments et commandes répondent parfaitement. Tout devant, tu es d'accord? Trois heures après leur arrivée dans l'aéroport, Max et Chloé embarquent enfin en franchissant un nouveau contrôle, celui de la compagnie. Quelques pas de plus, une ultime formalité, et ils vont s'installer à bord du Boeing 777. Ce qui n'est pas le cas de certains passagers qui restent cloués au sol en raison du surbooking. Des compagnies vendent en effet plus de billets que de places dans leurs avions, car elles anticipent le fait que des voyageurs, pour diverses raisons, ne prendront pas le vol qu'ils ont réservé. De plus, tout incident sur le vol précédent peut aussi amener la compagnie à recaser ses clients, devenus prioritaires, sur le vol suivant. Air France 662, bonjour. La mise en route et le repoussage face au nord. Le sol? Oui, j'écoute. Je peux libérer Train Park? Oui, sans problème. Des tracteurs aident les avions à quitter leur parking. Progressivement, leur motorisation passe du diesel à une version électrique plus écologique. Bientôt, des tracteurs robots accompagneront l'avion jusqu'à la piste. Une autre technologie pour un roulage plus économe et plus silencieux incorpora un système électrique dans les roues de l'avion, ce qui permettra aussi une utilisation dès l'atterrissage. L'autorisation de roulage est donnée par les contrôleurs de la tour. Donc nos pilotes attendent cette permission. Avant, un avion qui était prêt pouvait rouler et être amené au point d'arrêt. Et là, on avait des séquences de départ terribles avec un encombrement au sol qui était hyper compliqué. Et puis finalement, c'était pas efficace parce qu'on arrivait, on était numéro 15 au point d'arrêt, on attendait, les moteurs tournaient, ça consommait. C'est pas souhaitable. Un avion, c'est pas parce qu'il est prêt qu'il peut partir, c'est très complexe avec plein de croisements on croise les arrivées et les départs et on construit une séquence de départ. Donc on l'emmène jusqu'au point d'arrêt à la piste. Ce qu'on souhaite avoir sous la main, c'est toujours entre 5 et 10 avions prêts à décoller au point d'arrêt, pas plus. Air France 662, donc roulez au stop. Tango Kilo 3 et un trafic est en train de rentrer en Kilo 71. On roule vers Tango Kilo 3, on survole Kilo 71. Air France. Dès l'ordre reçu, le commandant Prévost et nos deux voyageurs roulent vers la piste de décollage. Avec le va-et-vient des véhicules techniques, la circulation sur les aéroports est sous haute surveillance. À Roissy, 1400 avions se posent et décollent chaque jour. Les contrôleurs assistent les pilotes et des cartes informatisées à bord leur permettent de se retrouver dans ce dédale de voies. Malgré cela, les pilotes peuvent se perdre et engendrer une cascade de retard. Pour améliorer la circulation, notamment par temps de brouillard, le centre expérimental d'Eurocontrol teste un nouveau logiciel.
Nous avons un système de cheminement constitué d'une ligne de points lumineux verts qu'il aura à suivre et qui le dirigera pour stationner, atterrir ou rouler sur le taxiway pour rejoindre la piste. Grâce au radar, la position, l'altitude et la vitesse de chaque appareil s'affichent sur les écrans des contrôleurs. Ces derniers communiquent par radio avec les pilotes. S'ils connaissent les caractéristiques du vol des avions, ils ne les prennent en charge qu'au moment où ils entrent dans leur secteur d'intervention. On ne sait pas si un avion est en retard ou en avance en fait. On gère le flux et on accélère le trafic tout le temps, on joue avec les avions, on les guide pour optimiser tout le monde. On a évidemment la radio, on est sans cesse en communication avec les pilotes. Si on perd un écran, on a des écrans de secours. Par contre, si on n'a plus de radio, là, on ne peut plus communiquer, on peut plus gérer le trafic. Une meilleure gestion du trafic aérien est indispensable pour faire face à la croissance du nombre de vols. Elle passe par la modernisation des équipements des tours et des centres de contrôle et une méthodologie de travail différente. C'est un métier qui évolue sans cesse et donc on a des briefings toutes les semaines sur les nouveaux outils, les nouvelles procédures, les nouveaux avions, tout ce qui est nouveau et tout ce qu'on doit prendre en compte. Notre avion attend patiemment l'autorisation de décoller. Aujourd'hui, on a plus tendance à travailler vol par vol au lieu de chercher à optimiser un ensemble de vols et un flux de vols. Il y a beaucoup plus de choses qui vont être calculées, qui vont être générées automatiquement par le système, tout en laissant en permanence la maîtrise et le contrôle par le contrôleur. Il va avoir accès à beaucoup plus d'informations. Le groupe Thales est à l'origine des grandes innovations pour optimiser le trafic à travers des systèmes électroniques et des équipements pour les avions, mais aussi pour les centres de contrôle. Les contrôleurs aériens visualisent chaque vol sur une bande de papier sur laquelle figurent des informations associées à ce vol. Dans le futur, ils utiliseront ce qu'on appelle des bandes électroniques qui contiennent des informations digitalisées qui leur permettront de constater les changements en temps réel. Si une compagnie retarde un avion, la nouvelle disponibilité pour faire sortir un autre avion apparaîtra sur la bande électronique sur l'écran, ce qui permettra au contrôleur de savoir quel type de changement concerne l'avion et d'adopter la nouvelle demande avec l'activité au sol. Les systèmes radars, les systèmes radio, les systèmes d'aide à l'atterrissage sur les aéroports sont hyper fiables. Du coup, les retards maintenant sont uniquement dus à ce qu'on ne peut pas maîtriser et c'est la plupart du temps la météo. C'est-à-dire que si on a du brouillard à Madrid, l'avion va arriver en retard à Roissy. Si à Roissy, on a des cumulonimbus dans l'espace parisien, ça va créer des retards partout sur les terrains d'Europe. C'est la piste qui fait la capacité de l'aéroport. La météo peut être à l'origine de nombreux retards si elle n'est pas bien anticipée. À Charles de Gaulle, il y a 71 départs arrivées heure. Faire une régulation partant de brouillard, c'est descendre à 44 arrivées heure. Nous sommes en Île-de-France, la première région économique de France. Donc le moindre petit problème météo peut engendrer de gros problèmes économiques. Il y a des avions qui peuvent se poser avec 0 mètre de visibilité. D'autres qui ne peuvent pas. Ils doivent avoir au moins 400 mètres de visibilité. Tout dépend de l'avion. Un avion, par vent de travers, il y a des avions où ils ne peuvent pas se poser par 38 nœuds de vent de travers. Donc le fait de bien prévoir ces vents et de donner une chronologie précise permet de pouvoir faire atterrir ces avions en toute sécurité. Parce que si on prévoit des vents forts de travers à 9 heures, l'avion, on essaiera de le faire atterrir peut-être un peu avant ou peut-être un peu après. Les modèles numériques permettent d'affiner les prévisions et de repérer grâce à un maillage des phénomènes atmosphériques potentiellement dangereux sur des secteurs très localisés. Le problème, c'est que ces modèles génèrent énormément de calculs. Donc il faut des puissances de calcul très importantes. Actuellement, à Météo France, le supercalculateur fait 14 milliards de calculs à la seconde. Si on veut descendre au niveau de la maille de moitié, pour un modèle à maille fine, il faut doubler ce nombre de calculs à la seconde. Puisque les ordinateurs qui font d'aussi nombreux calculs n'existent pas encore. Donc on est limité par la technologie informatique.
Air France 662, bonjour, de Tango 12, alignez-vous piste 26 droite et attendez. J'entends les 26 droite, on est d'accord? Le départ de notre avion est imminent. Il est aligné face au vent sur la piste de décollage. Ceinture bouclée, Max et Chloé sont prêts à partir. Mais notre commandant de bord doit attendre l'autorisation du contrôleur pour décoller. Air France 662, vent 200 degrés 3 nœuds, piste 26 droite, autorisé décollage. Autorisé décollage, piste 26 droite, Air France 662. Take off. L'avion quittera le sol à 250 km/h. La société Thales a développé une nouvelle procédure de décollage incluse dans son concept de cockpit. En adaptant automatiquement la vitesse, l'altitude et la poussée du moteur, elle permettra de réduire le bruit perçu par les riverains de l'aéroport, la consommation de carburant et les émissions de CO2. Les limites du trafic actuel, à l'arrivée, c'est le temps d'occupation de piste. Et au départ, c'est les turbulences de sillage. Ces turbulences de sillage sont créées par le déplacement de l'avion dans l'air et par son poids. Un petit appareil pris dans le sillage d'un gros porteur peut être littéralement retourné par leur violence, ce qui explique la distance de séparation entre deux avions au décollage et à l'atterrissage. Pour fluidifier le trafic aérien, il faut donc réduire ces espacements. Pour cela, les chercheurs de l'ONERA s'appuient sur le LIDAR, un instrument de détection laser qui permet d'établir des cartographies très précises des masses d'air. Le LIDAR va permettre aux contrôleurs aériens de visualiser ces tourbillons de sillage et de savoir leur temps de persistance au-dessus de la piste. Dans le contexte de la sécurité aérienne, il pourra être très utile, en particulier pour mesurer l'espacement nécessaire entre les avions. Quand il y a une forte turbulence atmosphérique, en 30 secondes, le tourbillon est complètement éclaté. Le gain peut être assez important s'il y a du vent ou de la turbulence qui permettent de détruire ces tourbillons de sillage. Le LIDAR sera placé sur le côté de la piste pour les mesurer. Il trouvera aussi sa place à bord pour identifier les turbulences atmosphériques jusqu'à 10 km en amont de l'avion. Les turbulences perturbent le confort des passagers. Prévenu à l'avance, le pilote pourrait alors les contourner. 662, bonjour, montée niveau 260, la vitesse est libre et procédez sur l'Uval. Alors, niveau 260, vitesse libre et direct l'Uval, Air France 662. Un avion passe d'un espace à un autre. Donc peu importe le chemin finalement et les raccourcis qu'il pourra avoir le long de sa route, il sera toujours pris en charge par les contrôleurs aériens dont le métier est d'assurer la sécurité et l'optimisation de trajectoire et de vitesse pour l'emmener jusqu'à l'aéroport de destination et le parking. Des centres de contrôle aérien sont implantés dans chaque pays. Il y en a 5 en France. Les avions empruntent des couloirs et les contrôleurs veillent notamment à leur séparation verticale et horizontale pour les protéger de tout risque de collision. La première étape aujourd'hui en Europe, c'est de mettre à niveau tous les centres de contrôle et de les mettre à peu près tous au même niveau de technologie pour être capable d'y introduire les nouvelles fonctionnalités. Nous avons 65 centres de contrôle en Europe avec différents systèmes. Donc, une des choses efficaces que nous mettons en œuvre est que les systèmes puissent communiquer entre eux, donc évidemment être connectés entre eux. Les compagnies volent en Europe et partout dans le monde, donc elles ont besoin d'une technologie globale et de systèmes de navigation mondiaux pour voyager. Le projet européen César est proche du système américain, afin de s'assurer que ces technologies utilisées peuvent, malgré leurs différences, au moins se connecter entre elles sans interférence. En fait, nous nous plaçons au niveau global, c'est-à-dire celui de l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui dispose d'un plan global de navigation. 662, donc aux activités militaires, la route ce sera l'Uval et Épinal ensuite. Un vol n'est jamais rectiligne d'un point à l'autre. Des zones sont interdites de survol, ce qui est le cas sur la route de notre Paris-Dubaï. Donc il y a des zones que vous voyez ici colorées, où il y a des restrictions pour les avions civils parce qu'il y a des activités militaires dans cette zone-là. Et un avion que normalement voulait prendre une route qui passe par ces zones-là
Aujourd'hui, il est obligé de prendre une route beaucoup plus au sud qui va rajouter plusieurs minutes de temps de vol pour cet avion. Dans le contexte du ciel unique européen, des idées germent pour restructurer l'espace aérien. L'existence même de routes et de couloirs de vol est remise en question. Demain, les pilotes devraient avoir la possibilité de suivre la trajectoire qu'ils veulent. C'est le concept de free route ou route libre. Des simulations sont faites par les ingénieurs d'Eurocontrol. Ce qu'une free route autorise, c'est de sortir du réseau. C'est un concept novateur dans sa totalité où nous n'aurions qu'un point d'entrée et un point de sortie dans l'espace aérien. Entre le point d'entrée et le point de sortie, les pilotes ont la possibilité de voler exactement comme ils le souhaitent. Ça peut être un raccourci qui va leur permettre d'économiser du kérosène parce qu'ils auront trouvé une trajectoire plus courte, ou, par jour de grand vent, ils peuvent effectuer une courbe pour éviter la zone de vent et voler plus efficacement. La moindre des avancées apporte un bénéfice. Toutefois, dans l'immédiat, rien ne va transformer complètement l'aviation. Aujourd'hui, la gestion de la trajectoire passe par 3 dimensions: altitude, longitude et latitude. Le programme César implique un développement du vol en 4 dimensions. Aux 3 précédentes s'y ajoute celle du temps. Une des manières de fluidifier le trafic aérien, c'est d'avoir des avions dont on maîtrise exactement les points de passage. Et la gestion du temps et la précision du temps est un des facteurs clés pour augmenter le trafic aérien, puisqu'ainsi, on va pouvoir avoir une meilleure prévision des horaires d'arrivée des avions et ainsi fluidifier l'ensemble du trafic. Notre système a prouvé qu'il était possible d'avoir une précision inférieure à 10 secondes sur un point qui était défini à l'avance par le contrôle aérien, donc un point de passage. Et cette précision de 10 secondes a été atteinte grâce à la performance des systèmes qui sont embarqués à bord de l'avion et également les outils que nous déployons au sol pour les contrôleurs aériens. La nuit est tombée sur le vol AF662. En vitesse de croisière, notre avion file à 950 km/h vers Dubaï. Parmi les équipements du futur, la liaison satellite s'impose. Ce système de navigation s'avère indispensable pour traverser les zones où le contrôle aérien ne peut opérer. Quand vous traversez l'Atlantique, vous n'avez pas de couverture radar. Les avions aujourd'hui sont espacés de 10 minutes. 10 minutes, c'est 80 nautiques à peu près. Ça fait à peu près 150 km. Ça veut dire que tous les 150 km, vous mettez un avion à la queue leu-leu. Et donc vous avez une occupation de l'espace qui n'est pas optimale. Avec cette nouvelle technologie de connectivité, nous allons pouvoir envoyer des informations par satellite au contrôle aérien qui aura une représentation de la situation comme s'il avait une couverture radar. Donc ça, c'est la grosse évolution et il y aura donc les avions qui seront équipés de ces nouvelles technologies qui pourront s'intégrer naturellement dans ce flux de trafic avec l'optimisation des trajectoires dans l'espace et dans le temps entre les contrôleurs et les pilotes et ceux qui n'auront pas ces niveaux d'équipement et donc qui n'auront donc pas accès et aux aéroports et aux couloirs aériens qui leur permettront de réaliser les meilleures connexions. Les pilotes échangent des données avec le contrôle aérien, mais aussi avec leur compagnie. Le Centre de contrôle des opérations aériennes d'Air France, le CCO, suit ses avions partout dans le monde. Il fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La mission du CCO, c'est d'assurer le bon déroulement du programme de vol, et ce malgré les aléas de toutes sortes, que ce soit les problèmes météo, les pannes avions, l'indisponibilité d'un membre d'équipage, une crise géopolitique en Afrique, un problème de saturation de l'espace aérien, un problème de fermeture ou de restriction d'un aéroport. Tous ces phénomènes vont être ici pris en compte et on va à tout instant prendre les meilleures décisions. Le CCO. Un problème médical à bord requiert l'attention. Oui. Je vous appelle pour l'Air France 253, qui est en train de revenir de Saigon et qui devrait atterrir à Roissy à 16h Zulu. Eh bien écoutez, je sais pas, je les ai en ligne, là ils ont l'air assez pressés, sachant qu'ils vont se poser dans moins d'1 heure. Et il y avait les médecins qui voulaient parler donc au SAMU assez vite. Air France 253, vous pouvez parler au SAMU. Il y a une douleur angineuse depuis 2 heures environ. Il a pris une bouffée de trinithrine, on vient de l'allonger. La douleur est rapidement progressive, elle est de pire en pire. Peut-être attendre et vous faire arriver des secours à l'arrivée à Charles de Gaulle. Que le temps de trouver à d'autres aéroports le temps passera et donc ça sera la même chose.
Tous les avions d'Air France sont équipés d'un dispositif qui fait que l'avion nous envoie toutes les 4 minutes sa position. Et cette position est reportée sur nos écrans de suivi. La ponctualité est un élément absolument clé. Un avion qui part en retard, c'est un vol retardé, mais c'est peut-être derrière plusieurs vols retardés du fait de l'enchaînement de ces rotations. Notre avion poursuit son vol sans encombre. Les retards sont souvent dus aux pannes, la bête noire des compagnies, surtout lorsqu'elles immobilisent l'avion sur une plateforme lointaine où elles ne disposent pas de pièces détachées et d'équipes de mécaniciens. Grâce au big data, la maintenance devient prédictive et il est possible de détecter les pannes avant qu'elles ne surviennent. Airbus développe depuis quelques années des logiciels qui s'appuient sur les capteurs qui sont à bord de nos avions et sur les A350. Nous avons 400 000 paramètres de disponibles par vol reflétant le comportement de nos systèmes. Nous pouvons récupérer ces informations à bord de l'avion dès qu'il se pose ou même pendant le vol. Ce qui est nécessaire maintenant, c'est de les équiper de moyens d'enregistrement plus puissants et de moyens de communication au sol plus puissants. La technologie ne fait pas tout, on l'a bien vu avec l'accident sur l'Hudson River. Malgré tous ces systèmes embarqués, ce qui avait sauvé les passagers du vol du capitaine Sullenberger, c'est beaucoup d'expérience, un grand sens du discernement et une capacité d'analyse, de jugement et de décision qui est propre à l'homme. Les avions de demain sont ceux qui sont commandés, fabriqués et vendus aujourd'hui. À l'horizon 2030, une bonne partie de la flotte des grandes compagnies aura été remplacée par des avions de dernière génération. Il faut savoir que quand on commande un avion, eh bien entre le moment où nous passons la commande et le moment où l'avion va voler pour la première fois dans notre compagnie, il peut se passer des années. Donc il y a un gros travail de, je dirais, de prospective pour savoir si l'outil que nous sommes en train d'acheter à des prix conséquents. Un avion long courrier, c'est 200 millions de dollars. Donc il s'agit de ne pas se tromper sur l'outil que l'on achète. Donc ça, 2030, c'est aujourd'hui. Si on prend l'exemple d'un Boeing 787, c'est un avion qui est un véritable bijou de technologie. À la fois sur le plan du développement durable, donc l'empreinte que cet avion laisse sur la planète, mais cet avion est aussi beaucoup moins bruyant, à la fois dans son environnement, mais aussi à l'intérieur de l'avion, on est moins exposé au bruit. Et puis enfin, avec ces nouvelles technologies, on ne prélève plus d'air dans les moteurs. On fabrique l'air qui est à bord de l'avion avec des systèmes électriques. On a un bien meilleur contrôle du niveau d'humidité à l'intérieur de l'avion. Après 12 heures de vol, vous sortez avec une sensation de fatigue qui est beaucoup moins importante. Les compagnies aériennes vont demander des avions de plus en plus gros, tout simplement parce qu'en mettant plus de passagers par vol dans un avion, on réalise des économies d'échelle. On permet aussi de compenser les problèmes de congestion avec un trafic aérien qui croît à 4,5% par an. C'est sûr que le trafic doublant tous les 15 ans, c'est beaucoup plus simple d'avoir des avions plus gros qui permettent de mettre plus de monde par vol que de devoir démultiplier les fréquences avec des modèles plus petits. Mais un gros porteur comme l'Airbus A380 ne sera pas l'avion phare du futur, car il nécessite des infrastructures adaptées que tous les aéroports ne peuvent supporter. La durée de service des avions de ligne est d'environ 30 ans. Des appareils de 400 places comme le dernier Airbus A350, qui est à la pointe de la technologie, correspond mieux à la demande. La structure est en fibre carbone. La fibre de carbone est un matériau très léger, très résistant. Et en plus, il nous permet de réduire le poids de l'avion. Deuxièmement, on l'utilise pour l'aile, ce que j'appelle une aile intelligente, parce qu'elle possède surtout un fantastique design aérodynamique et s'adapte parfaitement aux conditions de vol. On peut le voir sur le bord de fuite. Selon le poids et l'altitude de l'avion, l'aile adapte son profil pour être toujours dans des conditions de vol efficaces. L'avion du futur sera plus léger pour consommer moins de kérosène. Il décollera plus vite, ce qui permettra d'augmenter les fréquences de rotation. Des compagnies pourraient utiliser aussi le gain de poids pour faire monter plus de passagers à bord. La start-up Explicit s'est penchée sur l'allègement des sièges. Ceux dans lesquels sont assoupis Max et Chloé ne seront sans doute plus dans le standard de demain en raison de leur poids. Il y a plusieurs façons d'alléger un siège d'avion. La façon la plus simple,
c'est de retirer des fonctionnalités au siège. Nous, on a choisi d'alléger le siège par la technologie. Il y a plus de 16 brevets aujourd'hui pour faire ce siège. Pour alléger le poids du siège, en fait, il a fallu tout revoir. On a commencé par la structure. On a utilisé les matériaux les plus avancés, comme la fibre de carbone, comme le titane. Après, on a retravaillé toutes les zones en contact avec le corps du passager. Il n'y a aucune pièce rigide. Et en fait, tout ça vient contribuer à un nouvel équilibre entre masse et confort. C'est un siège qui va peser 2 fois moins que tous les autres sièges d'avions existants. Et ça représente environ 5 kg de différence pour chacune des places. Quand on en met 200 dans un avion, ça fait 1 tonne. 1 tonne de moins sur un avion. On va réduire la consommation de l'avion entre 2 et 4%. C'est quasiment 680 tonnes de CO2 en moins dans l'atmosphère par an. La société Autodesk, quant à elle, s'est intéressée à l'allègement des cloisons séparant l'office du compartiment passager. Elle a créé un produit plus résistant et 30 fois plus léger que le modèle courant. C'est une paroi qui en fait est assez, je dirais standard, mais qui est en fait une pièce de structure de l'avion, très importante puisqu'elle peut s'apparenter au mur porteur d'une maison. On a utilisé 2 grands types d'algorithmes pour cette paroi. Un algorithme basé sur des structures cellulaires et puis un autre algorithme basé sur l'ossature des mammifères. En fait, il est utilisé pour la conception de l'intérieur du cadre de la structure. Et donc, on applique une structure quadrillée, telle qu'on la rencontre dans la croissance de l'ossature des mammifères. Cette cloison bionique ultra légère, ultra résistante, est fabriquée dans un alliage spécifiquement adapté à l'impression 3D et composée notamment d'aluminium et de magnésium. Airbus estime à 460 000 tonnes de CO2 l'économie que l'on pourrait faire sur l'impact environnemental en partant du principe qu'on généraliserait ce type de conception à l'ensemble d'une flotte d'avions dans une compagnie aérienne. Et côté propulsion, un nouveau mode rendrait les avions de ligne plus écologiques. Le véritable changement dans le futur, ce sera d'avoir des vols plus électriques. Le tout électrique prendra du temps, parce que l'évolution du stockage de l'énergie des batteries est très lente. Mais la solution réside dans une combinaison entre l'électrique et le moteur. Des esprits ingénieux inventent l'avion du futur. Celui du designer industriel Oscar Vignals volerait à l'hydrogène et des panneaux solaires alimenteraient la cabine en énergie. Son empreinte écologique serait quasiment nulle puisque l'appareil ne rejetterait que de la vapeur d'eau. L'agence Technicom Design a imaginé l'Ixion, un avion sans hublot pour alléger le poids et offrir une expérience de voyage unique. À la place des fenêtres, des écrans où sont projetées des images panoramiques. Ils sont aussi connectés, offrant ainsi la possibilité de voir des films et même de participer à des vidéoconférences. Au-delà des équipements cabines et de la motorisation, de nouvelles idées audacieuses guident l'avenir du transport aérien, comme l'avion modulaire, initié par l'école polytechnique de Lausanne. On va utiliser les mêmes moteurs, les mêmes matériaux que les avions qui se développent aujourd'hui et qui se développeront plus tard. Par contre, ce qu'on est en train d'explorer, c'est la manière de prendre et d'utiliser l'avion. On a retenu un type d'aviation qui est particulier, qui est l'aviation modulaire. Donc cette aviation modulaire a la particularité de pouvoir échanger des modules qu'on a appelés capsules. Et ces capsules sont soit des capsules de passagers, soit des capsules de fret. L'aile qui est capable de transporter 3 capsules serait capable d'emporter environ 450 passagers. En gros, ces capsules vont être glissées sous l'aile et ensuite être clippées là-dessous. Une opération qui devrait prendre entre 15 minutes et 20 minutes. Il n'y a pas besoin de repenser, je dirais, les zones aéroportuaires pour ce type d'avion, parce que quelque part, ils atterrissent comme un avion normal, ils décollent comme un avion normal. Les compagnies pourraient mieux gérer le taux de remplissage des capsules en faisant varier, selon leurs besoins, la capacité en fret et en passagers. Cet avion aura des parties qui pourront quitter la zone aéroportuaire, c'est-à-dire qu'on aurait déjà un tri des passagers. Les passagers seront déjà embarqués dans ces capsules. En gros, on essaie de refaire ce que font les containers avec des containers profilés
pour voyager à 900 km/h ou voyager sur rail ou voire même sur la route. Cette idée de capsule n'en est qu'à l'étape embryonnaire, mais elle séduit déjà de nombreux avionneurs. Pour Max et Chloé, le voyage s'achève. Leur avion amorce sa descente sur Dubaï dans un ciel dégagé sans retard. Il arrive encore que par fort trafic, beaucoup d'aéroports maintiennent les appareils sur des circuits d'attente appelés hippodromes. Ça sert à rien d'arriver trop vite sur un terrain si vous devez rester pendant 20 minutes au-dessus d'une balise à attendre votre créneau pour pouvoir percer, c'est-à-dire pour pouvoir débuter l'approche et vous poser. Donc aujourd'hui, avec le plan de vol I4D, nous pourrons, dans cet échange entre le cockpit et les contrôleurs, anticiper en temps réel les vitesses nécessaires pour arriver au bon endroit au bon moment et minimiser les délais à l'arrivée. Les descentes en continu, donc sans palier, vont se généraliser. Elles permettent de réduire la consommation et les nuisances sonores parce qu'il n'y a pas de remise de gaz. S'y ajoute une autre procédure actuellement en test où les avions ne seraient plus guidés uniquement par les contrôleurs, mais suivraient une trajectoire programmée pour arriver dans l'axe de la piste. Nous décrivons un segment courbé et ainsi le contrôleur peut estimer à quel moment l'avion doit virer. Ce qui signifie que du point de vue de l'avion, il sera beaucoup plus haut qu'il ne l'est avec les systèmes actuels. Parce qu'aujourd'hui on descend, puis on prolonge cette descente jusqu'au virage principal. Le point de convergence se situe plus haut. Et une fois l'autorisation donnée, l'avion amorce une descente directe pour l'approche finale, ce qui est plus efficace d'un point de vue énergétique et environnemental. Une des façons de gérer l'accroissement du trafic aérien, c'est de pouvoir bénéficier d'avions qui se posent par tout temps. Par très faible visibilité, ils dépendent aujourd'hui de systèmes de guidage au sol pour se poser. Et tous les aéroports du monde n'en disposent pas. Pour maintenir les cadences d'atterrissage dans le futur, les avions devront s'affranchir des contraintes au sol. Parmi les nouveaux outils, le casque Top Max, dit tête haute. Ces technologies de visualisation tête haute peuvent être couplées à des caméras thermiques qui permettent de voir au travers des couches nuageuses et donc de donner des capacités opérationnelles supérieures à l'avion. Et donc ainsi augmenter la fréquence d'atterrissage des avions sur les aéroports, quelles que soient les conditions météo. Ces systèmes embarqués de visualisation tête haute permettront de fluidifier le trafic. Les nouvelles technologies sont prêtes pour faire face au doublement du trafic aérien d'ici 2030-2040. Dans 20 ans, le voyage que viennent d'effectuer Max et Chloé devrait connaître du changement. Pour les avions, des trajectoires optimisées, une connexion permanente avec les tours et centres de contrôle et des informations en temps réel. Au sol, des systèmes performants pour assurer plus de décollage et d'atterrissage. Pour les passagers, des méthodes d'enregistrement et de contrôle automatisées pour passer plus rapidement les étapes et des informations numériques pour être guidés au mieux. Mais la modernisation des procédés va se faire progressivement. Conséquence, dans les 2 décennies à venir, anciens et nouveaux systèmes vont cohabiter. Certains aéroports devront s'adapter pour accueillir un surplus de vols et éviter que les retards ne s'accumulent. Il faudra attendre la prochaine révolution du transport aérien pour passer totalement d'une époque à une autre. Après 6h30 de vol et 5240 km parcourus, Max et Chloé débarquent, impatients de découvrir Dubaï. À peine 2 heures plus tard, leur avion repartira pour Paris avec un autre équipage à bord.